Il y a 1300 ans, un groupe de 3 guerriers combattait une horde de monstres qui ne semblait pas diminuer, apparaissant les uns après les autres. La panique les envahit, car l'apparition du démon de la calamité, le soi-disant dieu du désastre, pouvait commencer à tout moment s'il continuait à être imprudent et se faisait vaincre. Magre, le chef de l'équipe, pensait qu'il n'y arriverait pas cette fois non plus. N'ayant d'autre choix, il envisagea d'offrir leur vie pour sceller le démon de la calamité. À ce moment-là, un autre membre de l'équipe, Liam, s'avança et lança un sort qui les protégea de la horde de monstres qu'ils combattaient. Le sort créa un immense cratère suite à l'explosion, éradiquant tous les monstres sur son passage. Il sourit avec assurance et demanda à l'équipe pourquoi il peinait contre des démons aussi faibles. Le groupe fut choqué par la puissance de son attaque après qu'il eut anéanti les spires du démon de la calamité d'un seul coup dévastateur. L'un d'eux admit que sa capacité était exceptionnelle au sein de l'unité des Saints, mais le sort qu'il venait de lancer était d'un tout autre niveau. Liam révéla nonchalamment qu'il s'était approprié la 108e capacité. Cette révélation choqua l'équipe, mais les spires du démon de la calamité continuaient d'apparaître les uns après les autres. Sur ce, Liam activa un autre sort et anéantit les saints de démons, choquant une fois de plus son équipe, car il semblait désormais l'incarnation même d'un être omnipotent ou d'un roi absolu. Il mena l'équipe, leur disant qu'il vaincrait le démon de la calamité tout seul. Il leur dit de rester derrière lui pour leur sécurité alors qu'il marchait jusqu'au bord de la falaise. Debout au bord, il regarda en bas et vit le démon de la calamité dans son intégralité. Le démon était en train de donner naissance à un essaim de monstres qui dévoraient les humains. Sachant qu'il mettrait l'humanité en danger, Liam jura de ne pas laisser les monstres être produits en masse et les éradiqua pendant leur naissance. Il tira ensuite le démon hors de la falaise pour l'affronter directement. Le démon l'attaqua avec une puissance immense, mais Liam lança un autre sort pour neutraliser l'attaque. Leurs pouvoirs s'affrontèrent, provoquant une immense explosion. Tous les 300 ans, le démon de la calamité apparaissait, et les monstres mangeurs d'hommes qu'il engendrait constituaient une grave menace pour l'humanité. Pour protéger l'humanité, les guerriers de l'unité des 100 étaient chargés d'exterminer le démon de la calamité. Ils se réincarnaient tous les 300 ans pour coïncider avec le retour du démon, risquant leur vie pour le sceller une fois de plus. Le démon de la calamité rugit alors que les attaques de Liam commençaient à faire des ravages sur son corps. Il croyait que le simple fait de le sceller était une méthode démodée qui ne résolvait pas vraiment le problème. Il décida donc d'utiliser son pouvoir omnipotent, une combinaison de 108 capacités ne pouvant être déchaînée qu'une seule fois, pour anéantir complètement le démon. Cependant, dans un retournement de situation choquant, une puissante attaque lui transperça soudainement le cœur, le mutilant en divers endroits de son corps. C'était comme si son agresseur voulait s'assurer qu'il ne survivrait pas. Magra le ramassa alors. Sa voix était emplie de douleur alors qu'il demandait pourquoi son coéquipier l'avait trahi. Magra lui dit qu'il ne pouvait pas permettre que le démon de la calamité soit tué. Il voulait s'emparer des 108 pouvoirs et jeter une malédiction sur Liam pour empêcher sa réincarnation. Il jeta ensuite le roi absolu au sol et l'attaqua à nouveau, s'assurant qu'il était fini. Avec le démon de la calamité, il prévoyait de sceller Liam dans les abysses. Le poussant de la falaise d'un coup de pied, Liam tomba dans les ténèbres avec les membres sectionnés. Les autres guerriers se réjouirent de son malheur pendant que Magre jetait tous les monstres mangeurs d'hommes dans l'abîme avec Liam et le scellait. Après avoir scellé le démon de la calamité, l'unité des 100 périt et se réincarna, comme le dictait leur existence. En vérité, l'unité n'a jamais voulu que le démon de la calamité meure et que la paix véritable s'installe dans le monde. Leur but était d'assurer leur réincarnation tous les 300 ans. Si le démon était vraiment éradiqué, ce cycle prendrait fin. À cause de cela, Liam ne pouvait rien faire d'autre que de rester piégé avec le démon de la calamité, se faisant dévorer vivant. Le démon de la calamité montra les dents, et pour une créature avec une si faible intelligence, ses tendances sadiques étaient terrifiantes. Maudit par l'immortalité de Magre, Liam ne pouvait mourir, même en étant piétiné et dévoré encore et encore par la progéniture du démon de la calamité. Il vivait dans un tourment absolu, endurant une douleur atroce qui lui transperçait l'âme. Même lorsque ses organes étaient arrachés ou sa chair dévorée, son corps se régénérait instantanément. 1200 ans plus tard, Liam était toujours en vie, bien que son corps portât les marques de centaines de descendants du démon de la calamité. Bien que techniquement vivant, il était comme mort, corrompu par les démons qui s'étaient régalés de lui pendant des millénaires. Il parvenait à peine à rester sain des prix en s'accrochant à son désir de vengeance contre les traîtres qu'il avait emprisonnés dans cet enfer. Il jura de se relever et de se venger de ceux qui l'avaient trahi. À ce moment-là, une puissante lumière blanche brilla sur lui, suivie d'une voix l'appelant à retourner dans son réceptacle. Sur ce, son corps se mit à briller d'une vive lumière, et quand il ouvrit les yeux, il était allongé par terre dans le corps d'un jeune homme. Il sentit soudain une odeur immonde et réalisa que son réceptacle venait de vomir. Alors qu'il tente de se relever, un groupe d'étudiants se moque de lui parce qu'il est toujours à terre. Il se demande s'il est encore en vie, disant qu'ils ne deviendront pas des meurtriers pour une ordure comme Kai. Après s'être assuré qu'il est toujours en vie, il décide de le replonger dans l'étang une fois de plus pour les avoir inquiétés. Il regarde les garçons et se demande qui ils sont quand il le plonge soudainement dans l'étang, l'empêchant de respirer. Il le frappe encore et encore, le harcelant sans fin. À ce moment-là, un autre étudiant nommé Josh arrive, disant que les autres sont trop tendres en le tourmentant.
Tenant une seringue à la main, il prévoit d'injecter à Kai une drogue qui lui fera exécuter la danse la plus hilarante. Kai essaie de se libérer de l'emprise des autres étudiants qui le maintiennent, pendant que Josh s'apprête à lui injecter le sérum. Le garçon supplie Josh de ne pas lui injecter le liquide, mais le tyran ne l'écoute pas et lui administre le sérum. Cela fait vomir Kai de manière incontrôlable, provoquant des éclats de rire chez les autres étudiants. Maintenant qu'il est comme une marionnette, Josh lui dit qu'il devrait danser pour eux et les divertir. Kai est à l'agonie alors qu'il continue de vomir. Cependant, Josh est implacable et sans pitié, disant qu'une personne sans valeur comme lui ne peut pas se reposer, puis lui donne un autre coup de pied, lui ordonnant de se relever et de continuer à danser jusqu'à la mort. Soudain, le garçon se lève, disant qu'il en a assez de se retenir. L'un des étudiants l'attrape par le col, mais au lieu de reculer, Kai saisit sa main, y mettant de force et la tord si fort que le garçon hurle de douleur. Kai leur dit que des déchets comme eux doivent être punis. L'étudiant l'attrape par le col et le traite d'arrogant pour les avoir qualifiés de déchets. Pendant ce temps, Liam évalue la magie dans le corps de Kai et découvre qu'il ne possède qu'une faible magie de glace. L'étudiant tente alors de l'attaquer une fois de plus. Cependant, Liam utilise sa magie de glace contre l'homme, gelant son poing qui était sur le point de le frapper au visage. Le garçon est choqué par l'utilisation impressionnante de la magie. Liam couvre ses membres de glace et bondit pour attaquer l'étudiant, le frappant au visage avec une force indéniable, l'envoyant au sol avec une puissance écrasante. Il qualifie l'homme de pathétique, qui crie maintenant de douleur. Les autres étudiants sont tous sous le choc, voyant à quel point Kai est devenu fort. Liam se rend compte que le propriétaire originel du corps ne savait pas bien utiliser sa force et avait un pouvoir magique bien trop faible en lui. Les étudiants commencent à trembler à sa vue alors qu'il se tient là avec une aura soudaine et inexplicable. Ils courent frénétiquement pour se mettre à l'abri, mais Liam est plus rapide et gèle leurs jambes pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Il s'approche alors de l'un d'eux et lui ordonne de lui donner ses vêtements car les siens empestent le marécage et le vomi. Il ordonne ensuite à un autre étudiant de lui donner sa veste. Les étudiants sont tous soumis à ses ordres par peur. Et quand il se retourne et leur dit qu'il va les couler dans le marécage, ils tremblent tous de peur. L'étudiant aux cheveux longs s'approche de lui et lui dit qu'il s'excuse pour ce qu'ils ont fait, et qu'il devrait leur pardonner. Liam sourit narquoisement, disant qu'il a pris d'innombrables vies et que des excuses ne suffiront jamais. Ses autres amis accusent alors Josh et disent à Liam qu'ils n'ont fait que suivre ses ordres, car ils ne pouvaient pas s'opposer à lui. C'est Josh qui l'a recommandé pour être la cible du harcèlement et pour participer au jeu du descendant de Liam. Confus, Liam lui demande d'expliquer en quoi consiste le jeu. L'étudiant aux cheveux longs est confus, disant qu'il devrait connaître les règles du jeu maintenant. Impatient, Liam lui crie de répondre rapidement à sa question. Tremblant, l'étudiant répond que c'est un jeu transmis entre les élèves de l'Académie royale de magie, et que celui qui est choisi comme descendant de ce traître, Liam Hill, sera puni de diverses manières par tout le corps étudiant. Liam est confus après avoir entendu son nom. L'étudiant explique alors que tout le monde devrait connaître l'histoire de la soumission du traître Liam Hill et qu'il a été vaincu par les 99 héros, mettant fin au pire méchant de tous les temps. Entendre cela alimente la colère de Liam, il se souvient des visages des vrais traîtres qui ont apparemment créé une histoire fausse et ridicule pour faire de lui le méchant. Maintenant, il doit rétablir la vérité historique. Toujours confus par son comportement étrange, les étudiants guident Liam jusqu'à sa résidence. Il leur dit de rentrer chez eux pour aujourd'hui, mais les avertit que ce n'est pas la fin pour eux. Il les rappellera un jour. Lorsqu'il ouvre la porte de sa résidence, il est accueilli par son majordome, Maurice, qui s'adresse à lui en l'appelant « Votre Altesse ». Liam est surpris d'apprendre que Kai est en fait de sang royal. Cependant, chaque fois qu'il essaie de se souvenir de souvenirs liés à la famille de Kai, il ne trouve rien. Il suppose que Kai rejette peut-être inconsciemment ses souvenirs, ce qui cause le blocage. Il regarde alors son majordome et l'interroge sur la lignée de Kai. Perplexe, Maurice explique que Kai est le 8e prince du royaume. Confus, Liam demande pourquoi Kai ne vit pas au château royal, surtout qu'il est de naissance noble. De plus, il est perplexe que certains étudiants aient osé traiter un membre de la royauté comme un déchet. Remarquant que Maurice est clairement décontenancé par le changement soudain d'attitude de son maître, celui-ci lui demande prudemment ce qui lui a pris, disant qu'il semble être une personne complètement différente. Liam trouve étrange qu'un serviteur interroge son maître par inquiétude. Sans intention de continuer à prétendre être Kai, il dit à Maurice que le Kai qu'il connaissait est déjà mort, provoquant encore plus de confusion. Il conseille alors au majordome de le considérer simplement comme un autre homme qui se trouve avoir le même visage que son ancien maître. Plus tard, Liam s'allonge dans la chambre pour se reposer. Il y a 2100 ans, Magra et sa sœur, Mimi, étaient encerclés et en infériorité numérique face à la progéniture mangeuse d'hommes du démon de la calamité. Ils étaient clairement en désavantage, et à ce moment-là, l'un des tentacules du monstre transperça la poitrine de Magre, le clouant au mur. Mimi hurla de peur et s'apprêtait à aider son frère quand elle fut, elle aussi, attrapée par les tentacules. Elle hurla d'agonie alors que les démons se régalaient de son corps. Se sentant faible, Margaret ne put rien faire pour sauver sa sœur d'être violentée par les démons. Alors qu'il était sur le point d'être vaincu, un puissant pouvoir magique explosa en direction des démons, les anéantissant en un instant. Liam était arrivé juste à temps pour les sauver.
Le frère et la sœur furent soulagés, sachant qu'il était maintenant en sécurité. Magre regrettait d'avoir agi seul et, au final, d'avoir encore eu besoin de l'aide de Liam, bien qu'il ait juré que cela n'arriverait pas. Liam reconnut que Magre avait été une vraie plaie et avait agi de manière puérile, tout en soignant ses blessures. Cependant, tout cela appartenait au passé, et le plus important maintenant était qu'il soit en sécurité. Il vérifia l'état de Mimi, et une fois certain qu'elle allait bien, il aida ses amis à se relever. Il savait qu'il était là pour rassembler des matériaux d'amélioration et comprenait leurs intentions. Magre, bien que souvent irrité par lui, admit qu'il était redevable à Liam et qu'il était le sauveur de sa vie et de celle de sa sœur. Ils se serrèrent la main en signe d'amitié, et Magre jura de ne jamais oublier sa dette. À présent, Liam se réveille de son rêve et jure de retrouver les salauds ingrats qui l'ont piégé dans l'abîme avec le démon de la calamité. Maintenant qu'il est de retour, il récupéra le pouvoir qu'ils lui ont volé. Liam prend son petit déjeuner dans sa résidence, servi par Maurice. Il prend un autre repas simple, et le goût est horrible. Il est évident que son majordome n'a pas l'habitude de cuisiner, et il n'y a aucune trace d'autres serviteurs à part lui. Il n'arrive pas à croire que sa vie de prince soit inférieure à celle d'une famille de petite noblesse. Maurice s'excuse pour ses lacunes, mais il l'arrête, disant que s'il a de la fierté, il ne s'excusera pas auprès de lui. Il continue de manger son petit déjeuner, mais pense que la qualité de la nourriture qu'il mange doit s'améliorer. À l'école, les élèves vaquent à leurs occupations, se préparant à assister à leurs cours respectifs. Pendant ce temps, Liam se demande comment il trouvera les ennemis de Kai. À ce moment-là, Josh apparaît avec ses laquais de la veille. Le chef des tyrans le confronte pour avoir malmené ses laquais et s'être emporté, le réprimandant de les défier alors qu'il n'est qu'un descendant de Liam. Les autres étudiants conviennent qu'il n'a pas le droit de riposter et qu'il doit simplement rester là sans rien faire, comme il le fait toujours. Les étudiants commencent à lui jeter des pierres alors qu'il se tient là, figé et immobile. Il a pitié de la douleur que Kai a dû endurer, et en voyant comment il tient bon même après avoir été frappé par des pierres à plusieurs reprises, les étudiants s'arrêtent, clairement stupéfaits. Josh leur dit de continuer l'assaut, mais il semble hésitant car il commence maintenant à avoir peur. N'ayant d'autre choix, Josh décide de frapper Liam lui-même et commence à étirer ses bras pour lui donner un coup de poing puissant. Le coup de poing atteint sa cible, mais Liam parvient à l'esquiver. Cependant, comme le corps du garçon est faible, ses os se brisent facilement. Il essaie alors de remettre l'os brisé en place avec son pouvoir de guérison et le rattache facilement au bon endroit. Les étudiants sont impressionnés par l'efficacité avec laquelle il utilise le pouvoir de guérison sur lui-même. Frustré, Josh déchaîne sa puissance de feu et la projette vers Liam, qui au lieu d'esquiver, soupire simplement, lance un sort de glace et lui renvoie le sort. Josh est frappé par son propre sort ainsi que ses laquais. Ils sont tous projetés au sol par l'impact et laissés inconscients. Les autres étudiants sont stupéfaits sur place après avoir vu le nouveau pouvoir de Liam. À ce moment-là, un professeur nommé Pierce arrive et tente de séparer la bagarre, réprimandant Liam. Le professeur arbore un sourire maléfique, disant qu'il doit être puni pour ce qu'il a fait. Le jeune homme essaie de lui faire comprendre que ce sont Josh et ses laquais qui ont commencé la bagarre, mais Pierre ne l'écoute pas. Les tyrans sont ravis qu'il soit réprimandé par le professeur, pariant sur le temps qu'il lui faudra pour se rétablir cette fois. Soudain, Liam ressent une douleur atroce à la tête et voit des flashbacks du même professeur battant Kai. Il réalise qu'il peut voir les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps et découvre que le professeur est aussi l'une des personnes qui ont fait du mal à Kai. Voyant qu'il cesse arrêté net, le professeur lui dit de se dépêcher avec un sourire maléfique sur le visage. Pendant ce temps, Liam arbore également un sourire maléfique, prêt à donner une leçon à Pierre. Pierre le conduit dans une pièce et verrouille la porte. Il pensait avoir déjà donné une leçon intense à l'étudiant il y a 3 jours, mais il semble que le garçon n'ait rien appris puisqu'il cause à nouveau des problèmes. Souriant narquoisement, il se moque du garçon, disant qu'il doit aimer les châtiments corporels et le traitant de pervers qui prétend être de sang royal. Rempli de mépris, il lance d'autres insultes, le traitant de perdant vulgaire. Avec du venin dans la voix, il lui dit qu'il le mérite pour avoir le sang d'une prostituée et d'un traître, affirmant que personne n'est plus apte que lui à être le descendant de Liam. Il coince le garçon contre le mur, prêt à le punir. Pierre le provoque pour le faire pleurer, se souvenant comment il tremblait et suppliait pour son pardon. À sa grande frustration, cependant, le garçon reste immobile et calme, ne tremblant plus de peur. Pensant que l'esprit du garçon doit être sur le point de craquer, il saisit sa ceinture de fouet, prêt à s'adonner à ce qu'il considère comme le meilleur moyen de soulager son stress. Il lève le fouet, impatient d'entendre les cris de son élève, et l'abat avec excitation. À son grand choc, un chevalier couvert de glace magique apparaît et saisit sa main, l'empêchant de frapper Liam. Toujours attaché au mur, Liam montre les marques sur son propre corps, preuve des abus du professeur, et a maintenant la chance de venger Kai. Il se libère de ses liens et ordonne au chevalier de tordre la main du professeur, l'avertissant que s'il parle ou fait un son, il la brisera complètement. Confus et terrifié, Pierre exige de savoir ce qu'il veut dire, mais Liam répond en lui brisant la main droite et en menaçant de tordre sa gauche ensuite. Pour rembourser le tourment que l'homme a infligé, Liam lui ordonne de se fouetter lui-même. Horrifié, Pierre refuse, insistant sur le fait qu'il ne se fera pas de mal. En réponse,
Liam conjure une flèche de glace et la pointe sur lui, forçant l'homme à choisir entre se fouetter ou être transpercé par la flèche, ce qui pourrait lui coûter la vie. Craignant pour sa survie, le professeur choisit à contre-cœur de se fouetter. Suivant l'ordre de Liam, il enlève ses vêtements, révélant sa silhouette bedonnante, et se frappe une fois. Liam lui ordonne de continuer, exigeant 100 coups de fouet. Après un certain temps, Pierre termine enfin les 100 coups. Son corps est meurtri et en sang, mais il ressent un soulagement momentané, pensant que la punition est terminée. Cependant, Liam lui dit qu'ils n'ont pas encore fini. À la grande horreur du professeur, Pierre est hissé sur une tour de glace, complètement dévêtu. Liam l'humilie devant toute l'académie, croyant que c'est la punition qu'il mérite. Il ordonne à l'homme de confesser les abus qu'il a infligés à Kai. Le professeur crie d'agonie et de peur, suppliant d'être d'abord descendu. Devenant impatient, Liam claque des doigts, faisant fondre la glace. Pierre panique alors que la glace commence à fondre sous lui, et n'ayant d'autre choix, il avoue. Il admet avoir commis de nombreux péchés contre Kai, forçant le garçon à se fouetter à plusieurs reprises, bien qu'il ait justifié ses actions comme faisant partie de l'orientation pédagogique. En vérité, tout était motivé par ses perversions tordues. Il crie que Kai n'a rien fait de mal et qu'il a puni le garçon d'innombrables fois uniquement pour son propre plaisir. Désespéré d'être libéré, il crie qu'il admettra tous ses méfaits si Liam le relâche. Les étudiants regardent, choqués et fascinés, beaucoup semblant apprécier le spectacle. Ils chuchotent entre eux, certains que la carrière de Pierce est terminée. Entendant leurs remarques, Liam les foudroie du regard. Sa voix résonne froidement alors qu'il leur dit à quel point il est dégoûtant d'être appelé le descendant de Liam, et que quiconque a blessé Kai sous ce nom ne sera pas épargné. Il jure de châtier tous ceux qui partagent les péchés du professeur et les avertit de vivre dans la peur, car il les fera payer un par un. Dans la foule, Josh brûle de colère, incapable d'accepter que Liam les ait tous humiliés. Pendant ce temps, une fille qui observe de loin ricane, les traitant de pathétiques. Plus tard, Liam se tient dans le bureau du directeur, se faisant réprimander pour avoir puni publiquement un professeur devant toute l'académie. Ce qu'il a fait a été qualifié de honteux et sans précédent. Il plisse les yeux, son regard froid mettant les professeurs mal à l'aise. Il explique qu'il a attaqué Pierre parce que cet homme utilisait les châtiments corporels pour satisfaire ses propres désirs dépravés. Le corps enseignant, cependant, ne le croit pas. Il se moque de son explication, la qualifiant d'absurde. Le directeur insiste sur le fait que Pierce est un éducateur respectable qui n'aurait jamais recours à une telle cruauté. Liam soutient que le professeur a avoué devant tout le monde, mais le directeur rejette cela, disant que le garçon a dû forcer Pierce à mentir. Le directeur se tourne alors vers Calais, la professeure principale de Liam, qui est censée être responsable de lui. Calais s'excuse et affirme que Liam a toujours eu tendance à mentir. Elle ajoute qu'il y a quelques mois, il a accusé ses camarades de le harceler, alors qu'en vérité, beaucoup ne l'aimaient tout simplement pas parce qu'il était maussade et rejetait la faute sur les autres. Liam se tourne vers elle, la regardant droit dans les yeux. Sa voix est tranchante et ferme alors qu'il lui dit que c'est elle qui a ignoré les appels à l'aide de Kai. Calais a trouvé ces paroles détestables et a demandé au directeur de l'expulser immédiatement, ce que le vieil homme a accepté. Avec un sourire cruel sur le visage, elle cesse de moquer de lui, disant que son rêve de devenir un mage guérisseur national n'était peut-être plus à sa portée puisqu'il était renvoyé. À ce moment-là, un membre du personnel est entré dans la pièce et a transmis un message au directeur. En l'entendant, le visage du directeur a montré un choc et, bien que contre sa volonté, il a retiré son ordre d'expulser le garçon. Calais a tenté de soutenir qu'ils devaient s'en tenir à leur plan, mais le directeur lui a dit d'arrêter car l'ordre venait directement du seigneur Case. Cela a choqué les professeurs, mais les a aussi forcés à obéir, car c'était quelque chose contre lequel ils ne pouvaient pas aller. Le directeur l'a fait sortir de la pièce et il cesse de demander pourquoi le directeur avait changé Davis sur son expulsion. Il se souvint alors du visage de Keylor et se demanda si elle faisait partie des cibles de la vengeance de Kai. Il a alors prévu de fouiller davantage dans les souvenirs de Kai. À ce moment-là, une femme l'a approché et sa présence n'a suscité que du dégoût de sa part. Cela l'a ramené dans le passé, où Magre avait dit à un autre membre, Violet, de lui faire encore plus de mal. La fille a obéi à l'ordre et a jeté un sort sur Liam, le blessant davantage. Après lui avoir infligé plus de douleur, Magre l'a poussé dans l'abîme, lui souhaitant de souffrir pour l'éternité. Alors qu'il tombait dans les profondeurs de l'abîme, il a vu les visages des personnes en qui il avait autrefois confiance mais qu'il avait trahi. À présent, la fille s'est approchée de lui mais l'a reconnu comme étant Liam. Même si elle avait un visage différent maintenant, c'était sans aucun doute Violet réincarné, l'un des membres de l'unité des 100 qui avait autrefois combattu à ses côtés pour finalement le trahir. Il a plaqué la femme contre le mur et a chuchoté que son apparition devant lui épargnait la peine de la traquer, ce qui a dérouté la femme. Il murmure le nom de Violet, ce qui déconcerte encore plus la fille. Il la saisit ensuite par le cou et l'accuse de le tromper avec sa comédie. Cependant, la fille prétend qu'elle ne sait honnêtement pas de quoi il parle et essaie d'utiliser sa magie, mais elle a du mal à contrôler le sort devant. Liam l'esquive de justesse alors que la fille peine à contrôler son pouvoir et à l'attaquer. Il la regarde avec des yeux accusateurs et la traite de menteuse pathétique. Déterminé à la prendre en flagrant délit de mensonge, il lui dit de l'attaquer avec le pouvoir du dieu du vent qu'elle lui a volé. Elle se met à tousser,
l'utilisation de la magie du vent lui pesant. En la regardant, il sait que son pouvoir est gaspillé avec cette fille et qu'elle n'utilise même pas 10% de sa véritable force, disant qu'elle est indigne de ce pouvoir. Il déclare qu'il va reprendre le pouvoir, mais son corps lâche soudainement à cause d'une utilisation excessive de la magie, s'étant poussé à la limite. Plus tard, il se réveille d'un rêve en sursaut après que son corps a récupéré. La fille essaie de l'aider à se relever, mais il repousse sa main d'un coup sec, refusant son aide. Maurice le gronde, essayant de lui faire comprendre que la fille, Bridget, l'a soignée après qu'il se soit évanoui et l'a portée jusqu'au manoir. Il inspecte son corps et voit que sa blessure a vraiment guéri. Réalisant qu'elle est gentille avec lui, il demande ce que Violet manigance. Cependant, la fille le corrige à nouveau en disant qu'elle n'est pas Violet mais sa camarade de classe, Bridget. Frustré, il dit à la fille d'arrêter sa comédie et de lui rendre le pouvoir du vent qu'elle lui a volé dans leur vie passée. Il trouve ridicule qu'elle prétende être quelqu'un d'autre alors qu'il est clair comme le jour qu'elle est la réincarnation de Violet. Soudain, Bridget comprend que l'homme en face d'elle n'est pas le Kai qu'elle connaît. La regardant droit dans les yeux, il lui dit qu'il y a 1200 ans, il a été trahi par ses amis et enfermé dans l'abîme avec le démon de la calamité, qui a dévoré son corps pour l'éternité, et qu'il est Liamil, celui des légendes. Voyant sa réaction, il trouve étrange qu'elle semble vraiment naïve à propos de toute la situation. Il essaie de lui pincer le visage pour la provoquer, mais Maurice l'arrête en envoyant une attaque d'avertissement dans sa direction, lui disant de s'abstenir d'être brutal avec la dame. Il se place entre Bridget et son maître, essayant de la protéger de lui. Voyant son majordome en protéger une autre, il lui demande où se situe sa loyauté. Maurice lui dit qu'il est toujours de son côté, et c'est pourquoi il est intervenu. Il réalise que son maître Kai n'est plus dans son corps, mais que le traître Liam a pris sa place. Maurice le supplie de s'expliquer. Liam raconte à Maurice et Bridget comment ils s'est retrouvés dans le corps de Kai. Depuis 1300 ans, toutes les réincarnations de l'unité des 100 avaient conservé leurs souvenirs. Incapable de se souvenir de quoi que ce soit, Bridget insiste sur le fait qu'elle n'a pas volé le pouvoir du dieu du vent qu'elle possède. C'est son ancien moi qui le lui a volé. Et bien qu'elle soit désolée pour ce qu'il a traversé, elle n'a aucun souvenir de lui avoir fait du mal. Pourtant, si c'est un péché que son ancien moi a commis, elle est prête à l'expier. Liam a un sourire narquois, disant qu'il récupérera certainement son pouvoir, mais que ce ne sera pas la fin. Pendant qu'il était piégé avec le démon de la calamité, il a été violé de toutes les manières imaginables pendant 1300 ans. La souffrance qu'il a endurée, il jure de la faire subir à chacun des traîtres. Il dit à Bridget qu'elle a commis une grave erreur en le soignant. Il croit qu'elle fait seulement semblant d'avoir perdu la mémoire pour échapper à sa vengeance et l'avertit de ne s'attendre à aucune pitié de sa part. Cependant, si son amnésie est vraiment réelle, il lui fera d'abord tout se rappeler avant de transformer sa vie en un véritable enfer. Autrement, sa vengeance n'aurait aucun sens. Il tente alors d'envahir ses souvenirs avec la magie de lecture des pensées, mais il oublie que le corps de Kai est trop faible pour utiliser une autre magie que la glace. Liam serre le poing de frustration, réalisant qu'il ne peut même pas lancer un sort aussi simple, ce qui n'aurait jamais été un problème dans son corps d'origine. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser la magie contre Bridget ni absorber le pouvoir du dieu du vent. Déterminé, il déclare qu'il s'entraînera et maîtrisera la magie même si cela signifie retarder sa vengeance. Il se lève du lit, impatient de commencer à s'entraîner. Maurice et Bridget essaient de l'arrêter, mais il est implacable. Pour le convaincre, Maurice propose d'utiliser sa propre magie de lecture des pensées pour exaucer les vœux de Liam, mais Liam refuse, disant qu'il ne reviendra pas tant qu'il ne maîtrisera pas lui-même cette capacité. Il dit à son majordome de ne plus lui préparer de repas, car il se concentrera uniquement sur l'entraînement. Il sort sur le terrain, déterminé à ce qu'avec un entraînement approprié, le corps de Kai et son pouvoir magique latent puissent même surpasser sa force originelle. Pour libérer ce potentiel, il doit d'abord acclimater le corps frêle du garçon à la tension d'une magie puissante. Il continue d'essayer de maîtriser sa magie, mais le corps de Kai ne cesse de flancher. La nuit tombée, il continue de s'entraîner, se poussant jusqu'à la limite. Inquiet pour son bien-être, Maurice lui apporte de la nourriture et le supplie d'arrêter, craignant qu'il ne meure s'il continue à forcer. Cependant, Liam ne l'entend pas, trop concentré sur la maîtrise de son pouvoir. Maurice observe avec admiration la détermination et l'incroyable concentration de son maître. Ne voulant pas le déranger, il laisse le plat qu'il a préparé avec des ingrédients connus pour stabiliser le pouvoir magique. Toujours à l'entraînement, Liam respire lourdement et réussit finalement à maîtriser son énergie. Avec un regard victorieux, il déclare qu'il peut maintenant lui reprendre le pouvoir volé du dieu du vent. Liam a réussi à maîtriser la lecture des pensées et l'absorption de capacités en moins de 2 jours. Avec cela, il confirme que le potentiel de son nouveau corps est absurdement élevé. Il voit le panier de nourriture par terre à côté de lui et se souvient que Maurice l'a laissé la nuit dernière, disant que cela aide à stabiliser le pouvoir magique. Il s'en souvient juste vaguement. Malgré l'attention, il juge l'effort inutile. Alors qu'il s'apprêtait à se détourner, un souvenir lui est venu à l'esprit. Le majordome a couru vers Kai, se précipitant en remarquant son apparence trempée. Battu et couvert d'échymoses, le pauvre prince s'est excusé d'être un maître si indigne. Si jamais son aide voulait quitter le manoir, il écrirait volontiers une lettre de recommandation.
Cependant, Maurice dit qu'il ne partira jamais et qu'il sera toujours de son côté, quoi qu'il arrive. Indéniablement ému par les souvenirs du jeune homme, Liam soupire et s'assied devant le panier repas préparé. La nourriture est presque pourrie pour être restée là toute la nuit, mais il en prend de grandes bouchées malgré tout. Très vite, les assiettes de nourriture sont complètement dévorées, sans reste. Rassasié, il décide de faire une courte sieste pour l'instant et retourne au manoir. Il voit la porte grande ouverte et devient instantanément méfiant. En s'approchant encore, un liquide rouge et collant marque le sol depuis l'entrée. Comme prévu, ce sont les traces d'une agression mortelle. Il entrevoit Maurice recroquevillé sur le sol à quelques mètres de la porte. Son état était loin d'être bon, et il était sans aucun doute à quelques instants de la mort. Pire encore, un de ses yeux manquait, arraché de force par l'agresseur. Alors que la gravité de la situation s'installe, Liam bouge sa main et tente d'utiliser un sort de guérison sur lui, mais pas une seule particule de magie ne sort de ses paumes. Dans son état actuel, il ne peut même pas utiliser un sort de guérison. Ainsi, le jeune maître l'a doucement allongé sur le sol pour le moment. Le nouveau plan est d'appeler un détective et un mage guérisseur. Le docteur arrive tôt ou tard et fait de son mieux pour sauver l'homme. Il a pu traiter la plupart des blessures graves, et le patient aura besoin d'1 mois pour se rétablir. Malheureusement, son œil droit était un cas désespéré, et il est peu probable qu'il puisse un jour revoir de ce côté-là. Liam se reproche en partie de n'avoir même pas senti l'ennemi la nuit dernière. Le docteur laisse le patient et son gardien seuls. Laissé seul, Maurice s'excuse d'avoir dérangé le prince pour quelque chose de si futile. Une telle superficialité ne l'importe pas, et ce qui est important maintenant, c'est de savoir qui les a attaqués tout à coup. En un rien de temps, l'ancien roi absolu apparaît aux portes d'un manoir. Avec une expression aussi froide que sa magie, il lève la main et lance un sort de glace. Une énorme lance de glace est apparue du cercle magique et a été projetée à travers les épaisses portes. À l'intérieur, Josh prenait son repas par une journée paisible comme d'habitude. Il recrache involontairement sa nourriture en entendant quelque chose s'écraser juste dehors. Furieux, le prince se tourne vers ses serviteurs et exige de savoir ce qui se passe. Un majordome s'est précipité dans la salle à manger et a signalé d'urgence le problème avec les portes. Josh s'est rapidement précipité sur les lieux et a été choqué par ce qu'il a vu. Sa grande et solide porte était en morceaux, détruite par la force brute. On dit qu'un intrus pourrait être à proximité, mais qui les attaquerait en plein jour? Seraient-ce des assassins engagés par les rivaux politiques de son père? Étant donné le nombre considérable d'ennemis qu'il s'est fait, c'est une possibilité. Cela dit, c'est grave que quelqu'un soit capable de détruire leurs portes sur mesure. Josh appelle immédiatement les gardes dans la pièce et à l'entrée. Cependant, tout cela n'était pas nécessaire, car l'intrus en a après lui. Liam est entré dans le manoir, mais il est suivi par une bande d'hommes costauds au visage en colère. Le jeune maître leur ordonne de le tuer, et ils se sont tous précipités avec des cris de guerre et de gros poings. Un immense mur de glace est apparu du sol, les bloquant et gelant complètement leurs mouvements. S'occupant lui-même des choses, Josh lance une série de boules de feu sur l'ennemi. Mais encore une fois, celles-ci sont parfaitement bloquées sans que l'intrus ne lève le petit doigt. Liam s'est approché d'un pas assuré, les mains dans les poches, et a regardé sa cible tomber au sol, morte de peur. Le maître s'est tourné vers ses serviteurs et leur a ordonné de faire quelque chose à propos de ce type. À sa grande surprise, ils ont tous détourné le regard avec des visages pâles, refusant essentiellement de le sauver. Cela fait rire l'intrus, car personne n'était prêt à l'aider. Sur ce, des larmes et de la sueur se mirent à couler sur son visage. Comme il sait probablement pourquoi il est venu, Liam s'est accroupi et a invoqué quelque chose de l'air. Face à l'ignorance, il lui demande s'il ment, semant encore plus de terreur dans le cœur du garçon. Il est le fils de l'homme qui dirige la région, alors on lui dit de bien réfléchir. Se cachant derrière l'autorité de son père, il fait tout ce qu'il veut au quotidien. À cause de cela, même Maurice connaissait son nom, mais le problème est l'existence de la personne qui a conspiré avec lui. Le majordome de Liam est assez compétent, et l'étudiant n'aurait pas pu lui faire de mal tout seul. Pointant un pic à glace sur son œil, il exige de savoir qui d'autre a envahi sa maison. Josh bégaye mais nie toute implication et est averti de ne pas obliger l'homme qui le menace à se répéter. Interrogé sur qui était là, il finit par craquer, bavant sur lui-même en promettant de parler. Les yeux fermés, il prononce le nom du prince Case. En y pensant, Liam se souvient de la voix sévère du directeur et de la façon dont le prince a ordonné de laisser passer ses infractions d'étudiants sans aucune explication. Il demande à Josh si le noble est l'ennemi de Kai, mais il ne peut plus rien dire car cela signerait sa mort immédiate. Sur ce, Liam décide de l'approcher directement et fait réapparaître le pic. Le jeune maître a dit tout ce qu'il pouvait, mais ce n'est pas suffisant pour être pardonné du tout. Après tout, le prix à payer pour avoir pris la vue de Maurice est lourd. Josh se transforme en une épave de peur absolue. En premier lieu, le but de l'intrus en venant là était de venger son majordome. C'était peut-être pour taquiner Kai, mais poser la main sur son aide était une erreur. Les supplications et les cris désespérés tombent dans l'oreille d'un sourd, et Liam demande au gosse pour y gâter s'il connaît l'expression œil pour œil. Avec des mouvements complexes et lents, il enfonce profondément le pic à glace, provoquant des cris perçants qui résonnent dans tout le manoir. Maurice, toujours bandé, interroge son maître sur la chose qu'il tient dans sa main.
Liam le rapproche un peu et secoue une petite bouteille. À l'intérieur se trouvait l'œil de Josh, un petit trophée qu'il a pris pour sa vengeance. Il sourit narquoisement et propose de l'exposer sur l'étagère, mais on lui dit promptement de l'enterrer dans le jardin. Faisant ce qu'on lui dit, il met même un panneau humoristique indiquant le butin de guerre. Le majordome soupire, ne s'attendant jamais à ce qu'il rapporte une telle chose. Apprenant que ce n'était pas la fin, il soutient qu'il n'a pas besoin d'autres parties du corps. Liam clarifie, disant qu'il y a d'autres personnes qui doivent encore subir sa vengeance. Maurice est déconcerté par sa détermination. Malheureusement, il ne sait pas qui l'a attaqué, car ils l'ont fait par derrière. Son jeune maître partage fièrement qu'il a réussi à lui arracher un nom et mentionne Case. On lui demande si ce nom lui dit quelque chose, et la réaction du majordome montre que c'est bien le cas. Après un moment de réflexion, il dit qu'il n'a pas besoin de vengeance. Si cette personne est impliquée, il ne devrait pas avoir de raison de chercher à se venger au nom de Maurice en premier lieu. Après tout, il n'est plus son ancien maître. C'est indéniablement vrai. Mais Kyle le considérait comme un allié, et Liam lui doit une dette pour lui avoir donné son nouveau corps. Pour cette raison, il a l'intention de réaliser tout ce que Kyle voulait faire à sa place. De plus, il y a de fortes chances que Case soit en fait celui qui a tué son maître. Il y a quelques heures, Josh se roulait par terre et hurlait d'agonie, tenant l'orbite maintenant vide. Ses serviteurs regardaient en silence, et la vue horrible a suffi à faire évanouir une servante. On ordonne à un majordome de la faire sortir de la pièce avec soin, et ils en profitent tous pour quitter les lieux. Laissé seul, Liam a appelé le garçon qui se tortillait. Craignant d'être à nouveau blessé, il se recroqueville et implore la pitié, mais on lui dit de ne pas s'inquiéter. La dette pour avoir blessé Maurice a été payée avec son œil. Cependant, la vengeance pour Kyle restait à accomplir. L'horreur a envahi tout l'être de Josh alors qu'il réalisait de quoi il parlait. Il a drogué le garçon innocent et a probablement causé sa mort. Le pathétique jeune maître a plaidé, disant qu'il n'avait fait que suivre les ordres. Lorsqu'on lui demande s'il a été commandé par Case, il détourne son œil restant, incapable de répondre. L'hésitation se lit sur son visage, car on l'avait prévenu que dire quoi que ce soit mènerait à sa mort. Il cesse de détourner et a continué à supplier d'être déjà pardonné. De retour au manoir, Liam dit qu'il doit interroger le prince, au moins pour le bien du garçon décédé. Maurice l'arrête un instant, répétant comment son maître a été drogué et tué. La voix et le corps tremblant, il demande s'il est vraiment mort, disant qu'il pensait que son âme et celle de Liam avaient juste été temporairement échangées. Il est devenu clair qu'il y avait un malentendu. Kyle est mort après avoir été drogué de force, c'est pourquoi l'âme de l'ancien héros est entrée dans son corps. Après tout, un corps ne peut contenir qu'une seule âme. En d'autres termes, l'être et la personnalité de son ancien maître n'existent plus dans ce monde. Maurice se fiche d'incrédulité face à la nouvelle. Des larmes coulent bientôt, et il serre fermement le lit de frustration. Kyle était doux et gentil, surtout avec ses camarades. Peu importe à quel point il était harcelé, il n'a jamais eu en lui la capacité de haïr les autres. Sa mort était impardonnable, et ainsi, Maurice a sincèrement demandé qu'il soit vengé. Il n'y avait pas besoin de le demander, car Liam avait déjà l'intention de le faire de toute façon. Liam marchait avec assurance dans les couloirs de l'académie et sa simple présence provoquait de vives réactions chez les autres étudiants. Dans l'amphithéâtre, les gens parlent de Pierre et du fait qu'il a pris un congé. Soudain, une ombre s'est projetée sur Bridget. Voyant de qui il s'agissait, les camarades de classe reculèrent de peur et d'inquiétude quant à ce qu'il pourrait faire, d'autant plus lorsqu'il se tourna pour leur lancer un regard menaçant. Comme c'était trop bruyant, il a dit à la fille de venir avec lui pour parler ailleurs. Ils arrivèrent dans la cour où il n'y aurait aucune interruption. Il était enfin temps pour lui de sonder son cœur avec le pouvoir qu'il avait obtenu. Elle est surprise, sachant que Kyle ne connaît pas la magie de lecture des pensées et n'aime croit pas ses paroles quand il prétend l'avoir apprise en seulement 2 jours. Après tout, la lecture des pensées est un sort intermédiaire, qui demande au moins 3 mois pour être maîtrisé. Il en rajoute, disant qu'il a aussi appris la magie d'absorption pour reprendre ses pouvoirs. La mention d'une compétence de niveau avancé l'a fait halter. Il est impossible qu'il ait pu apprendre quelque chose qui demande normalement des années d'entraînement en si peu de temps. Passant à l'acté, il a lancé le sort pour prouver ce qu'il disait, et elle n'a d'autre choix que d'accepter qu'il a vraiment tout appris. Liam souligne avec suffisance qu'il est le plus fort et qu'il est à un tout autre niveau qu'eux. Étonnamment, cette assurance l'a fait rougir. Sur ce, il s'approcha de Bridget pour voir directement dans son cœur. Il lui tint la tête et une explosion de lumière jaillit alors qu'il activait la lecture des pensées. La lumière tourbillonna, rassemblant ses souvenirs, et il vit bientôt des flashs de son enfance. Depuis sa naissance et même le temps qu'elle a passé avec Kyle, tout était clair. Liam était abasourdi, forcé d'accepter qu'il n'y avait aucun souvenir de violet caché en elle. Le sort prend fin et Bridget ouvre doucement les yeux. Il confirme que l'existence de sa traîtresse est introuvable dans ses souvenirs. Cela semble être une excellente nouvelle puisque le malentendu est dissipé, mais il dit qu'il n'a pas conclu qu'elle n'est pas la réincarnation de Violet. Après tout, elle se ressemble bien trop. Néanmoins, il a décidé de ne pas prendre ses pouvoirs pour le moment. La jeune fille au cœur pur insiste pour qu'il le fasse quand même si cela lui appartient à l'origine. Cependant, s'il ne récupère pas son pouvoir de sa cible, cela ne comptera pas comme une vengeance. Cette déclaration glaciale et pleine de rage l'a fait frissonner.
Liam décide de s'occuper d'elle plus tard. Pour l'instant, il doit venger Kai contre Case. Ce nom lui fait attraper son bras et lui demander d'attendre. Comme Maurice, elle le dissuade à tout prix de s'opposer au prince. S'il poursuit son plan, il sera tué sans aucun doute. L'ancien roi absolu lui demande si elle pense qu'il pourrait perdre. Son ennemi est un homme incroyablement cruel. De plus, il maîtrise la magie de la lumière, encore plus que celui qu'on nomme le roi de la guerre de lumière. La faible magie de glace dont il a hérité de Kai ne peut en aucun cas rivaliser avec un homme aussi puissant. Elle a peut-être raison de dire que c'est un adversaire qu'il ne peut pas vaincre, mais cette seule pensée le fait sourire malicieusement. La magie de glace actuelle de Liam était sans aucun doute faible. Son acceptation rend Bridget confuse. Même Kai a admis que sa magie médiocre ne pourrait jamais battre Case. Mais pour une raison quelconque, l'homme en face de lui était toujours aussi calme malgré cela. La cloche sonne et leurs estomacs gargouillent juste à temps pour le déjeuner. Ainsi, il se détourne et met fin à la discussion pour aller manger pour l'instant, la surprenant à nouveau étant donné la gravité de leur conversation. Une fois de plus, elle continue de rougir, incapable de comprendre ce qui lui passait par la tête. C'est peut-être la raison pour laquelle elle veut en savoir plus sur cet homme mystérieux. La jeune fille curieuse court après lui et le rejoint. Ils arrivent bientôt au réfectoire, où Bridget fixe Liam pendant qu'il mange. Le sentant, il lui demande si elle a quelque chose à dire, mais elle se contente de rougir et de faire un geste de la main. Ce comportement évasif l'agace un instant, mais il décide de laisser tomber et de continuer son repas. Revenant au sujet précédent, il demande où il peut trouver Case. Il est aussi un étudiant de l'académie, mais le rencontrer est impossible pour eux. Après tout, les boursiers spéciaux comme lui se trouvent dans une zone complètement séparée du campus. La zone spéciale n'est accessible que par la deuxième portail, qui est lourdement gardée par des hommes et de la magie, rendant toute intrusion impossible. Contrairement à ses attentes, ce n'est pas juste un simple portail d'école. Elle note également que tous les étudiants là-bas sont des membres de la royauté ou issus de puissantes familles nobles. Malheureusement, le contacter en dehors de l'académie est également impossible et serait en fait encore plus difficile que de le faire à l'intérieur. Case est toujours escorté par une poignée de ses gardes personnels. De plus, toutes ses tentatives de rencontrer le membre de la famille royale seront bloquées quoi qu'il arrive. Les bras croisés de frustration, il demande pourquoi. Apparemment, il y a une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher la famille royale. C'est étrange, car il est lui-même membre de cette famille. Maurice a expliqué à l'époque qu'il est le 8e prince du royaume. Et maintenant, Bridget explique qu'il n'est pas le fils biologique du roi actuel. Son vrai père, le duc Asher, était le frère aîné du souverain actuel. Pour une raison quelconque, il a tenté d'assassiner le défunt roi et a été capturé comme traître. En punition pour sa trahison, il a été rapidement décapité sans pitié. Peu de temps après, la mère de Kai, la duchesse, a suivi son mari dans l'au-delà. D'un autre côté, le roi actuel l'a adopté comme fils et l'a élevé comme son 8e fils. Cependant, la reine a posé une condition avant de l'autoriser à accueillir le garçon. Il n'était pas autorisé à vivre au palais royal et serait stationné au loin. De plus, il ne pouvait avoir aucun contact avec les membres de la famille royale. Enfin, son droit de succession a été révoqué de manière permanente. S'il enfreignait un jour l'ordonnance restrictive émise par la reine, il serait immédiatement emprisonné. Liam s'étire, pas trop dérangé par toute cette histoire. Il se demande s'il existe une faille juridique qui lui permettrait de s'approcher du prince. Après avoir réfléchi un moment, elle suggère d'obtenir une permission spéciale du directeur, mais cela n'est jamais arrivé auparavant. Le souvenir du sourire du directeur alors qu'il l'expulsait était encore vif. Il a l'air d'un type assez sournois et exactement le genre de personne facile à coincer avec un moyen de pression. Ayant une idée, il demande où il peut trouver le directeur. Les étudiants se sont précipités, surpris de voir Liam se promener sur le campus. Ils n'ont aucune idée pourquoi, mais il marchait sur la route menant au portail de la zone des boursiers. Il a demandé à Bridget où il devait aller s'il voulait rencontrer le directeur. Le plan est de découvrir ses faiblesses et de forcer l'homme à accepter ses conditions. Au lieu d'une menace, il préférerait appeler ça une négociation. Après tout, quelqu'un avec un visage aussi méchant a probablement quelques vilains secrets. La fille ne peut s'empêcher d'être d'accord avec sa conclusion et reste silencieuse en y réfléchissant. Elle demande alors un peu de temps car elle veut elle-même enquêter sur le directeur. La raison pour laquelle elle l'aidait n'était pas claire, surtout compte tenu de leur relation. Cela ne compensera pas ce qui s'est passé entre leurs vies antérieures, mais elle veut quand même se racheter d'une manière ou d'une autre. Comme cela ne lui fera aucun mal de toute façon, il décide d'accepter son offre. Ravi qu'il s'ouvre à elle, elle lui dit de l'utiliser comme bon lui semble. Ce n'est pas qu'il lui fasse confiance, mais c'est pourquoi il sera intéressant de voir comment elle agira. Juste au cas où elle s'avérerait inutile, Liam fait quelques recherches de son côté. D'un pas courageux et assuré, il se dirigea vers la porte. Là, il voit d'emblée 2 gardes, ainsi qu'un cercle magique avancé superposé plusieurs fois. Avec ses capacités actuelles, il est impossible pour lui de franchir la barrière. Juste à ce moment-là, il entend les roues d'un carrosse tourner. Un grand carrosse tiré par des chevaux passa soudainement à toute vitesse devant lui, et dans ce bref instant, il sentit une présence indubitable.
Il était déjà certain que l'homme à l'intérieur n'était autre que Magre, le cerveau de sa trahison. Il y a longtemps, ce même homme s'est agenouillé devant lui, disant qu'il n'oublierait jamais ce que Liam avait fait pour lui. Ils ont mené d'innombrables batailles ensemble, se faisant mutuellement confiance pour couvrir leurs arrières. Cependant, tout cela a été souillé le jour de leur dernière rencontre. Le simple fait d'y penser le fait ricaner. Il n'arrive pas à croire qu'il soit tombé si facilement sur la réincarnation de son plus grand ennemi. En regardant de nouveau, il voit 5 gardes postés à l'entrée. Ils ne sont pas un grand problème en soi, le vrai problème est le portail magique. Même le carrosse s'arrête devant et passe par un contrôle de sécurité et d'analyse magique avant d'être autorisé à entrer. Après un moment, les chaînes sont défaites et la porte s'ouvre, permettant au carrosse d'entrer. S'il fait irruption maintenant, il causera certainement une agitation non désirée. Ainsi, il conclut qu'il vaudrait mieux les laisser agir librement pour un temps. Ce qui compte, c'est qu'il sait déjà où se trouve Magre. Magre était bien à l'intérieur du carrosse, assis à côté d'un tas de sacs rouges et collants. Entrant dans le campus spécial et arrivant à destination, il sort avec les sacs à la main. Le liquide rouge continuait de goutter sur le sol alors qu'il traversait le bâtiment. Assez vite, il atteint le bureau exécutif du conseil des élèves. Des gens l'attendent déjà à l'intérieur. Les sièges étaient pleins, et l'homme assis en bout de table demande comment ça s'est passé avec ces cibles idiotes. Alors que le chef l'interpellait, Magre s'est plaint qu'il utilise son nom d'il y a des années. Il laisse tomber les sacs et dit que tout se passe comme il l'avait prédit. À l'intérieur se trouvaient les têtes de ceux qui avaient initié le jeu des descendants de Liam. Ils ont dit que la personnalité de leur victime a soudainement changé, comme s'il était devenu un homme différent. En d'autres termes, Liam était enfin entré dans son réceptacle. Les choses avaient en fait progressé plus que ça. Alors qu'il se rendait sur place, Magre a justement remarqué leur vieil ami. Cette vision inattendue l'a d'abord pris par surprise, d'autant plus qu'il l'a vu regarder droit dans le carrosse. Il était déjà tout près, juste à côté d'eux. Le chef ricane et sourit d'amusement, heureux que le roi absolu soit enfin revenu à eux. Partageant son sourire, les autres ajoutent qu'il sera piétiné sans défense dans cette vie également. C'était le scénario parfait que tous pouvaient espérer. Il y a 1200 ans, ils l'ont simplement jeté dans l'abîme et n'ont même pas pu le voir souffrir. Cette fois, ils peuvent rester et regarder chaque seconde de ce qui se passe. Quelques jours plus tard, Bridget annonça joyeusement qu'elle avait des informations solides sur le directeur. Malgré son sourire satisfait, l'expression de Liam resta inchangée. Pendant ce temps, leurs camarades de classe se demandaient pourquoi ils étaient ensemble mais n'osaient pas le remettre en question. Un regard sévère de sa part les fait tressaillir et s'enfuir. Le jeune homme demande alors si l'information est fiable sans aucun doute. Elle dit fièrement que c'est certain. Apparemment, le vieil homme a menti sur ses voyages d'affaires et se faufile dans un club où il est devenu très proche et familier avec l'une des femmes qui y travaille. Il est connu pour être terrifié par sa femme, donc la preuve d'une liaison pourrait être utilisée comme moyen de pression. Avec un sourire plein d'attente, elle lui demande ce qu'il pense de ces informations. Tout homme de statut est comme lui. Liam doute donc que ce soit très utile pour eux. La prise de conscience de la terrible nature des hommes la laisse totalement incrédule. S'ils le surveillent dans le club de luxe, ils pourraient finir par révéler quelque chose d'utile. Cela dit, ils ne peuvent pas simplement entrer comme si de rien n'était, car ils sont tous les deux encore mineurs. Un silence gêné s'installe et ils claquent de la langue de frustration, se rappelant de tels facteurs. Ce sera une étape supplémentaire, mais ils devront simplement se déguiser pour avoir l'air d'adultes. S'étant bien remis, à l'exception de sa vue, Maurice accueille Bridget dans le manoir. Elle entra dans la nuit, vêtue de douce soie blanche et les cheveux relevés. Se sentant mal, elle s'excuse de l'avoir fait venir la chercher alors qu'il est encore en convalescence. Son maître lui a aussi dit de rester au lit, mais cela ne ferait que le rendre léthargique. Ils atteignirent la porte principale après un moment de marche et frappèrent pour annoncer leur arrivée. Le maître de maison leur permet d'entrer. Bridget est stupéfaite et rougit vivement en voyant Liam dans un élégant et charmant costume entièrement noir. La remarquant, il lui demande pourquoi elle a l'air si hébétée, mais elle ne peut pas avouer qu'elle a été fascinée par son apparence mature. D'un regard froid, il décide rapidement qu'elle a l'air trop enfantine. Les deux sont déçus par sa réaction et Maurice le gronde pour avoir dit une telle chose à une dame qui s'est habillée pour lui. Cependant, ce n'est pas la question. Et ce qui compte, c'est qu'elle ait l'air d'une adulte. Malheureusement, elle ressemble actuellement à une enfant emmenée à l'opéra par ses parents. Ainsi, il se détourne et décide de se rendre au club tout seul. Bridget l'appela, refusant de l'accepter. Elle regarda autour d'elle pendant qu'il refusait même d'écouter ses plaintes. À ce moment-là, elle vit un coupe-à-pied sur une table voisine et attrapa rapidement l'objet tranchant. Le serrant fermement, la jeune fille tint l'outil près de son corps, inquiétant le majordome. Déterminée, elle déchire audacieusement ses vêtements, coupant au niveau de la poitrine et des cuisses pour créer des fentes qui révèlent davantage sa peau. Rouge de honte, elle demande si elle a l'air un peu plus mature avec ce changement. Les yeux de Liam s'écarquillèrent de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'elle aille si loin, mais il se mit soudain à ricaner d'amusement. S'approchant, il dit qu'il lui accorde le mérite de son courage. Se penchant, il prend la barrette dans ses cheveux et la retire pour laisser ses cheveux tomber. C'est la dernière étape pour qu'elle soit comme il faut. Bridget rougit de nouveau et son cœur bat la chamade. Passant à autre chose, il était temps de mettre leur plan à exécution.
Ils partent ensemble et, en un rien de temps, arrivent à destination. C'est un club social huppé, et le directeur devrait déjà être à l'intérieur à cette heure. Liam sort le premier du carrosse, tend la main à sa partenaire et lui demande si elle est prête à jouer le rôle d'une dame raffinée. Les vagues de chaleur sur son visage semblent ne jamais finir, mais ce n'était pas le moment d'être nerveuse. Avec un regard déterminé, Bridget dit qu'elle est prête et prend sa main pour le suivre. Liam et Bridget se dirigent vers l'entrée du club social huppé. Le videur leur barre la route et dit qu'ils doivent montrer leur carte d'identité. Ils se regardent, et on a un flashback au début de la soirée. Dans le manoir, Bridget tend à Liam une fausse carte d'identité. Il la prend et voit qu'elle indique un nom et un âge différents. 21 ans. Elle dit que c'est nécessaire pour entrer dans le club. Liam se demande si ça va vraiment marcher. Il lui demande comment elle l'a obtenu, et elle répond qu'elle a utilisé les relations de son père. Il se souvient de ce qu'elle a mentionné précédemment et lui demande alors ce que fait son père. Bridget semble nerveuse et répond à voix basse qu'il dirige une petite entreprise. De retour au présent, le videur vérifie la carte d'identité. Il croit qu'elle est authentique et leur permet d'entrer. Liam et Bridget passent la porte et voient l'espace luxueux à l'intérieur, avec un bar. Des gens riches fument des cigares et jouent de l'argent. Bridget est un peu choquée de voir à quoi ressemble le monde des adultes. Elle regarde ensuite autour d'elle pour trouver le directeur, mais il n'est pas là. Liam lui dit de ne pas trop bouger la tête car cela attirera les soupçons. Elle dit que le directeur n'est pas là, ce qui le fait réfléchir un instant. Il attire ensuite son attention sur l'autre côté de la pièce où se trouve une porte. Il lui dit de continuer à la regarder. Un couple bien habillé se dirige vers la porte. L'homme montre ce qui ressemble à une carte VIP, et l'employé le laisse rapidement entrer. Liam en déduit que c'est une salle VIP et que le couple avait un jeton de membre spécial. Le crime, quelle que soit l'époque, se trame derrière des portes closes. Il en déduit donc que le directeur se trouve derrière cette porte. Bridget s'inquiète cependant qu'une simple carte d'identité ne suffise pas pour entrer. Il sera presque impossible de falsifier le jeton VIP. Liam, cependant, dit que ce n'est pas un gros problème. Il a remarqué que la porte n'est pas réellement verrouillée. Il leur suffira donc d'écarter les types en costume noir pendant un instant. Bridget se demande comment ils vont s'y prendre, et Liam lui rappelle qu'il peut utiliser la magie. Liam répète que pour passer la porte de la salle VIP, ils devront écarter les hommes en costume noir. Il commence à lancer sa magie de glace et pointe sa main vers le sol. Une traînée de glace se propage sur le sol sans que les invités ne la remarquent. Elle se transforme ensuite en un grand éclat de glace, qui attire l'attention de tout le monde dans la pièce. Tout le monde se demande ce qui vient de se passer. Bridget est stupéfaite car Liam a réussi à contrôler la magie à une vitesse si élevée que personne ne l'a remarqué. L'homme près de la porte court pour voir ce qui cause toute cette agitation. Liam dit à Bridget que c'est leur chance. Il se précipite par la porte alors que la situation dans la pièce est encore un peu chaotique. La porte se referme derrière eux sans que personne ne les voit entrer. À l'intérieur, il y a des escaliers qui descendent. Ils descendent, remarquant que ça va assez loin en bas. Ils arrivent enfin en bas, et Liam lui dit de rester sur ses gardes. Il tourne à droite et voit un grand couloir aux décorations somptueuses. Liam lui demande si elle voit le directeur, mais son expression dit que non. Il suggère alors qu'il explore le reste de la zone. À l'intérieur, il y a des gens qui ont des liaisons et d'autres qui se droguent. De plus, des prostituées, hommes et femmes, se promènent, prêts à satisfaire les clients. Liam et Bridget voient cela et sont stupéfaits par la corruption de cet endroit. Ils voient alors le bon côté des choses, si le directeur vient régulièrement ici, il devrait être facile de trouver de quoi le faire chanter. Liam entend alors quelque chose et jette un coup d'œil à l'entrée. Il remarque que le garde de l'étage supérieur est là, l'air affolé. Il attire l'attention de Bridget et elle le reconnaît aussi. Elle se demande s'il les cherche. L'homme en costume noir marche maintenant dans leur direction. Liam voit qu'il est peut-être trop tard pour s'enfuir. Il se tourne alors vers Bridget et lui demande s'il devrait gérer ça pacifiquement. Elle le supplie de choisir la méthode pacifique et il sourit. Il s'approche alors rapidement et l'embrasse sur les lèvres. Bridget est stupéfaite et se met à rougir. Leur baiser devient alors plus passionné et intime. Leurs lèvres se séparent puis s'unissent à nouveau. Liam jette un coup d'œil du coin de l'œil et voit le garde les regarder puis continuer son chemin. Ils arrêtent enfin de s'embrasser, et il lui dit que l'homme en noir est parti. Bridget, cependant, est encore trop troublée pour réagir. Liam dit alors qu'il devrait trouver le directeur avant que les choses ne s'agitent. Liam demande à Bridget pourquoi elle rougit. Elle répond timidement que c'est parce qu'il l'a embrassée. Le fait qu'elle agisse comme une enfant fait sourire Liam. Cela embarrasse encore plus Bridget. Liam n'a pas de temps à perdre et demande qu'ils poursuivent leur mission. Il voit que le couloir se sépare en deux directions, alors Bridget suggère qu'ils se séparent. Alors qu'elle prend son chemin, Liam lui dit de l'appeler s'il se passe quoi que ce soit. Bridget est contente d'avoir un moment seul pour se calmer. Elle se souvient du baiser et cela la fait rougir à nouveau. Elle essaie de s'en défaire en se disant avec tristesse qu'elle sait que cela ne signifie rien pour Liam. Elle se reconcentre en entrant dans une des pièces. Pendant ce temps, Liam inspecte aussi les pièces et voit que beaucoup d'entre elles sont remplies de joueurs. Alors qu'il poursuit sa recherche, il entend Bridget crier. Ailleurs, dans l'un des salons privés, Bridget est plaquée sur le canapé par un homme masqué d'âge moyen portant une tenue de bébé avec des couches. Elle lui demande de la lâcher, mais l'homme resserre son emprise sur elle.
L'homme murmure qu'elle fait juste semblant de se dérober. Soudain, Liam apparaît et le repousse d'une gifle. Il demande à Bridget si elle va bien et lui tend la main pour l'aider à se relever. Il lui demande pourquoi elle ne l'a pas repoussé avec sa magie. Elle se sent mal en sachant qu'elle aurait pu le faire, mais qu'elle a été paralysée sur le moment. Liam l'assure qu'il est normal d'être paralysé par la peur quand on se fait agresser. L'entendre la réconforter la fait tomber encore plus amoureuse de lui. Liam se reconcentre alors sur le type en costume de bébé qu'il a jeté par terre. Il lui retire son masque et voit qu'il s'agit en fait du directeur de l'académie. Le directeur est si pris au dépourvu que quelqu'un le reconnaisse et demande qui il est. Liam répond qu'ils sont des élèves de son académie et le traite de directeur pervers. Il menace de faire savoir aux autres élèves comment il se promène en tenue de bébé. Le directeur n'ose pas le regarder en face tout en essayant en vain de justifier pourquoi il porte quelque chose de si pervers. Liam lui dit qu'il ne s'intéresse pas à ses passe-temps, mais que les parents des élèves pourraient penser différemment. Le directeur le supplie de faire comme s'il ne l'avait jamais vu. En réponse, Liam gèle la porte pour que personne ne puisse entrer ou sortir, horrifiant le vieil homme. Le directeur se met à genoux et lui demande ce qu'il veut qu'il fasse. Liam exige qu'on lui donne un accès libre à la zone des étudiants boursiers. L'homme dit qu'il n'a aucun moyen de faire ça. Liam répond alors qu'il répandra la rumeur qu'il est un pervers. Cela pousse l'homme à céder et à lui dire qu'il le fera. Liam pose sa main sur son épaule d'une manière menaçante pour le réconforter. La porte prend soudainement feu. Liam trouve l'aura de la flamme familière. Il se souvient quand Magre lui a demandé de faire un combat d'entraînement avec lui dans leur vie passée. Liam lui a dit que l'écart entre leurs forces était trop grand pour qu'il puisse le gérer. Magre était déterminé, lui disant qu'il était prêt à mourir s'il le fallait. Liam a vu sa conviction et a accepté. Ils ont tous les deux activé leur pouvoir de flamme et ont commencé leur combat. Immédiatement, Magre a su qu'il était en train de perdre. Quelques instants plus tard, Magre était à bout de souffle, assis par terre après sa défaite. Liam lui a tendu la main pour l'aider à se relever et lui a demandé s'il voulait réessayer. Dans le présent, Liam reconnaît la magie de la flamme comme celle qui lui a été volée. Il sait immédiatement qui se trouve de l'autre côté de la porte. La porte est réduite en morceaux avec la glace qui la recouvrait. Magre entre dans la pièce avec un grand sourire. Il dit à Liam qu'il l'attendait. Le directeur voit que Magre porte aussi un uniforme de l'académie et est hostile envers Liam. Il sourit en voyant le plan pour utiliser Magre à son avantage. Le directeur court vers Magre et lui ordonne de battre Liam en échange d'une énorme récompense. Cela met Magre en colère qu'on lui ordonne de faire quelque chose, alors il met le feu au directeur. Bridget dit qu'elle doit l'aider, mais Liam lui dit qu'il est trop tard car le feu utilisé sur lui est un feu infernal, qui le brûlera jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Le résultat final est les restes calcinés du directeur sur le sol. Bridget est horrifiée par cette scène affreuse. Liam demande à Magre ce que ça fait d'utiliser un pouvoir qu'il lui a volé. Magre répond avec un ricanement que c'est une sensation incroyable et que tous ceux qui lui ont volé son pouvoir ressentent la même chose. Il dit qu'il est content qu'il soit revenu car ils attendaient depuis des centaines d'années pour le remercier pour son pouvoir. Magre lui demande alors ce que ça faisait d'être attaqué sans fin par le démon de la calamité et ses sbires pendant 1200 ans. Bridget peut voir que sa remarque blesse profondément Liam. Magre sourit en voyant qu'il a touché un point sensible. Cependant, Liam reste silencieux. Cela agace Magre qui exige qu'il parle. Liam le traite de pathétique. Il dit que Magre est toujours le même homme qui se frustre facilement et que plus il aboie, plus il lui paraît faible. Cela enflamme la fureur de l'homme aux cheveux rouges, qui active sa flamme. Il menace de faire regretter ses paroles à Liam et invoque une épée pour le combat. Calmement, Liam répond qu'il va l'affronter. Magre pense que Liam est stupide de continuer à faire le fort malgré la perte de son pouvoir. Il ne voit pas comment il pourrait perdre, sachant qu'il a maintenant la plus puissante magie du feu, alors il se proclame champion. Il se souvient du passé, quand lui, Liam, et leur groupe ont rencontré un dragon géant. Liam a dit aux autres qu'il servirait de leur pendant qu'il achèverait le monstre. Alors, il a activé son épée imprégnée de feu. Magre lui a dit qu'attaquer seul serait imprudent. Liam a simplement souri avec confiance en répondant qu'il pouvait s'en charger. Liam s'est alors éloigné de la bête, forçant Magre et les autres à trouver un moyen de distraire l'ennemi. Tandis que les autres couraient vers le dragon par l'avant, Liam courait vers le dragon par l'arrière. Le dragon a chargé son souffle de plasma et a tiré sur les autres, qui l'ont esquivé. Magre a enflammé son épée et a chargé la bête. Pendant qu'il chargeait, la voix dans sa tête lui disait qu'il n'était pas satisfait de n'être qu'un leurre. Cela lui a donné la force de mettre plus de puissance dans son coup. Il a frappé le dragon à la tête, mais sa peau était si dure que sa lame ne l'a pas percé. Le dragon l'a plutôt balayé d'un coup. Il a volé sur une grande distance jusqu'à ce qu'il heurte un rocher et perde connaissance. Le dragon se tenait fièrement au-dessus du corps de Magre. La petite sœur de Magre, Mimi, a crié le nom de son frère, inquiète. Le dragon était sur le point de dévorer l'homme. Malgré ses yeux fermés, Magre pouvait entendre la voix dans sa tête lui dire qu'il était le leur parfait. Pendant ce temps, Liam était derrière le dragon, prêt à le poignarder avec son épée enflammée. Cela a conduit le dragon à être coupé verticalement en deux. Liam se tenait fièrement au centre, à côté des parties séparées de la créature. Il avait l'air si fringant que les femmes du groupe ont rougi. Plus tard, Magre s'est réveillé dans une tente, et la première chose qu'il a vue fut Mimi. Il lui a demandé ce qui s'était passé. Mimi l'a regardé avec dédain.
Elle l'a traité de pire que tout. Elle a expliqué qu'il faisait toujours n'importe quoi et se ridiculisait, et qu'elle en avait assez. Elle a poursuivi en disant qu'il était temps qu'il apprenne qu'il n'était pas du tout du niveau de Liam et qu'il était pathétique. Entendre ces paroles a fait tant de mal à Magre. Mimi a dit qu'elle avait déjà atteint ses limites avec lui. Magre lui a demandé si Liam lui avait dit quelque chose qui l'avait poussé à agir de la sorte. Elle a répondu qu'il n'était pas cool de penser ça. En quittant la tente, elle a dit qu'elle aurait souhaité que Liam soit son frère à la place et qu'il devrait s'excuser auprès de Liam pour ce qui s'est passé plus tôt. Magre a serré le poing et a serré les dents de frustration. Magre lui dit qu'il n'est pas faible. Pour prouver sa force, il se précipite vers Liam avec sa puissance de feu. Liam bloque son attaque avec sa glace. L'air autour d'eux crépite sous le choc de leur pouvoir. Magre se moque de lui pour avoir utilisé un bouclier si pathétique pour bloquer son feu. Les deux continuent d'échanger des attaques, ne voulant pas perdre l'un contre l'autre. Bridget appelle Liam, inquiète, mais l'homme lui dit de ne pas bouger et de regarder de là où elle est. Magre bondit et l'attaque vivement, disant qu'il devrait d'abord se concentrer sur son adversaire. Liam parvient à éviter l'offensive, mais Magre continue de l'attaquer en brandissant son arme. L'homme se moque de Liam pour son incapacité apparente à esquiver correctement ses attaques. Magre lui dit même qu'il a enfin été détrôné de son titre de roi absolu. Prenant confiance, il se recharge et attaque à nouveau. Une fois de plus, Liam bloque son assaut, mais cette fois, son feu est éteint. Il n'arrive pas à y croire, alors il tente de frapper une fois de plus. Cependant, à son grand choc, Liam vise plutôt sa poitrine. L'arme l'empale, le faisant tomber à genoux. Il n'arrive pas à croire qu'il est sur le point d'être vaincu. Comme son feu est le plus puissant, il ne peut accepter de perdre contre de la magie ordinaire. Perdant lentement la raison, il se demande comment c'est arrivé. Liam se dresse fièrement devant lui, déclarant qu'après toutes ces années, il ne pourra jamais être vaincu par son ennemi juré. Même si Magre a utilisé des coups bas pour voler son pouvoir, il ne pourra jamais gagner. Il demande alors si son ancien ami l'a trahi à cause de son stupide complexe d'infériorité. Mimi était tout sourire et agréable en saluant Liam. Elle s'est accrochée à lui et lui a demandé où il allait. L'homme lui a dit d'arrêter de s'accrocher à lui car c'était difficile de marcher. N'appréciant clairement pas du tout son attention, il la considérait comme rien de plus que la petite sœur gâtée de son ami. Rejetant ses avances, il a demandé des nouvelles de l'état de Magre, ce qui a visiblement contrarié la jeune fille car Liam ne partageait pas ses sentiments. Elle a plus ou moins ignoré sa question, lui disant qu'elle ne savait absolument rien de l'état de son frère. Il a soupiré et l'a réprimandé pour ne pas vraiment se soucier de Magre, soulignant qu'elle n'avait même pas l'air de lui avoir apporté de la nourriture. L'air agacé, elle a répondu qu'il n'allait pas mourir en sautant ses repas et que ce n'était pas bien grave de toute façon. Cela a finalement changé son humeur et elle s'est plainte qu'il s'inquiétait toujours pour son frère, Magre, mais beaucoup moins pour elle. Elle a alors soudainement serré Liam dans ses bras et lui a demandé s'il ne voulait pas d'une petite sœur mignonne comme elle. Liam soupira une fois de plus et lui dit sans détour qu'il préférait Magre à elle, car il était plus utile que sa personnalité pourrie. Devenant rouge pivoine, Mimi fut humiliée par ses paroles sans filtre. Juste à ce moment-là, Magre est arrivé et les a vus se tenir si près l'un de l'autre. Interprétant mal la situation, il était sur le point d'affronter Liam. Cependant, Mimi le regarda avec dédain et s'éloigna. Voyant l'air déçu sur le visage de son ami, Liam a demandé si le frère et la sœur s'étaient disputés ou quelque chose du genre. Il a dit à Magre qu'il gâtait trop sa sœur, c'est pourquoi elle devenait de plus en plus une peste. Magre l'a finalement confronté et lui a demandé s'il venait d'embrasser Mimi. Liam est resté calme et lui a dit que sa blessure semblait altérer son jugement. Cela a ramené Magre à la raison, et il s'est excusé, disant qu'il n'avait pas vraiment les idées claires. Il a expliqué qu'il tenait vraiment à Mimi et ne pouvait s'empêcher d'être surprotecteur. Il était sûr que Liam comprenait cela aussi, donc il était impossible que son ami trahisse sa confiance. Cependant, quelques jours plus tard, Magre a fait irruption chez lui en toute hâte. L'inquiétude se lisait sur son visage alors qu'il appelait sa sœur. Il l'a alors trouvée presque dévêtue et en larmes. Il lui a demandé frénétiquement ce qui s'était passé et, entre deux sanglots, elle a avoué que Liam l'avait forcé. Fou de rage, Magre était sur le point de partir pour confronter son ami quand Mimi l'a arrêté. Elle lui a dit qu'elle était en colère aussi, mais comme Liam était si fort, il ne pourrait pas le battre même en unissant leurs forces. Essayant de le calmer, elle l'a serré dans ses bras et a déclaré qu'elle voulait qu'il mette en place un plan pour riposter et vaincre Liam. Comme Magre considérait Liam comme un bon ami et un bienfaiteur, elle craignait d'être la cause de leur rupture. Cependant, Magre l'a assuré que personne au monde n'était plus important pour lui que sa petite sœur. Il a serré Mimi fort dans ses bras et a juré qu'il la vengerait et tuerait Liam pour avoir souillé son honneur. Liam n'était plus son ami et son bienfaiteur, mais son ennemi juré. Il était loin de se douter que Mimi souriait, savourant manifestement le fait d'avoir réussi à les séparer. Dans le présent, les dents serrées, Magre révèle qu'il a trahi Liam à cause de ce qu'il a fait à sa sœur. Il est plein de colère, lui disant qu'il ne peut plus être loyal envers quelqu'un de vicieux et d'infâme. Cependant, tout cela est nouveau pour Liam. Il ne se souvient pas avoir jamais posé la main sur Mimi et n'a jamais eu l'intention, l'ayant toujours considérée comme une sale gamine pour y gâter.